Donc, on y va. Formation de nouvelles mitochondries. On a toujours en fait des mitochondries qui proviennent de la fusion et de la fragmentation d'autres mitochondries. Vous voyez concrètement, une grosse mitochondrie va se diviser en deux petites et inversement, si on a deux petites, elles peuvent fusionner pour donner une grosse. Ça, c'est une particularité qui vient de son ancienne vie bactérienne. Les bactéries sont capables de faire ça. D'accord ? Elles sont capables de fusionner et de se diviser. C'est Oscar qui fait le garde de la porte. Voilà. Durée de vie, 10 jours. C'est court. D'accord ? C'est très court, mine de rien. Mais elle est là. Et elles sont détruites par les lysosomes, qu'on a déjà vu, d'accord ? Pour récupérer et recycler tout le matériel. Je pense aux jeunes qui vont passer, qui vont regarder par rapport à... Wow. Voilà, comme ça on ne sera plus embêté. Il y a un beau squelette là, bien comme il faut. Puis c'est bien, il a ma taille, hein, on est à peu près à la même taille. La flûte, hein, ils ont dit que maintenant la taille moyenne des hommes c'est 1m80. J'en suis loin. J'en suis très loin. Et la taille moyenne des femmes c'est 1m65. Donc ça, a priori, ça n'a pas beaucoup changé. Pardon, est-ce que c'est bon ? Donc, soit elle fusionne, soit elle se fragmente, durée de vie de 10 jours et détruite par les lysosomes. Et tout ça, c'est indépendant de la cellulote. Sauf les lysosomes, bien sûr. Hein, ok ? C'est bon pour vous ? Ouais ? Si c'est bon pour vous, on peut avancer. Ouais, il fait chaud quand même. Fonction de la mitochondrie. Fonction principale, vous le voyez, synthèse d'ATP. Ça, si vous ne l'avez pas, je vous expose en place publique sur un piquet. Ouais. Mitochondrie égale usine de production d'énergie. Clairement. Mitochondrie égale usine de production d'énergie, donc synthèse d'ATP pour notre corps. Nous n'avons que l'ATP comme source d'énergie potentielle pour tous nos mouvements et autres dans le corps. Alors attention, quand on dit ATP, pour ceux qui savent déjà ce que ça veut dire, adénosine triphosphate, on a aussi de la guanine triphosphate, enfin guanosine triphosphate. On peut utiliser l'énergie présente dans ces nucléotides. On verra que c'est plutôt l'ATP. D'accord ? Autre fonction, mort cellulaire programmée. Donc ça a vraiment une fonction dans l'apoptose. Dans la synthèse des stéroïdes hormonaux, attention, les stéroïdes hormonaux, c'est pas les lipides, c'est pas du simple, hein, d'accord ? Stéroïdes hormonaux. Ça va réguler la concentration intracellulaire du calcium parce que c'est son lieu de stockage principal. Le réticulum lisse, c'est un lieu de stockage du calcium, c'est pas le principal. Le principal, ça reste les mitochondries. Je dis bien les parce qu'une seule, c'est pas suffisant. Les mitochondries. D'accord ? Donc c'est vraiment la mitochondrie qui va réguler tout ça. Donc autant vous dire que dans la cellule musculaire, que ce soit striée squelettique, que ce soit cardiaque ou lisse, ben c'est mine de rien la mitochondrie qui fait tout. Hein. Vous le verrez quand on fera la contraction musculaire. Vous l'avez pas déjà fait? Non? Non, il y a tout là en physio. Système respi? Ah oui, c'est le fameux CC. Ah, je dis le fameux parce que les B, je crois qu'ils l'ont passé la semaine dernière. Ouais. Ouais, ils sont légèrement décalés, ils doivent être en avance un tout petit peu. Ouais, ils l'ont passé la semaine dernière, je crois. Ce CC sur la respi. Je crois. Bref. Donc, apoptose, synthèse stéroïdes hormonaux et lieu de régulation de concentration calcium. Est-ce que c'est OK? Si c'est OK, on avance.
Comment ça se produit? Alors c'est juste pour information, ne prenez aucune note sur cette diapo, d'accord? Ce que je veux que vous ayez en tête, c'est pour votre compréhension, d'accord? C'est pas pour apprendre par cœur, c'est pour votre compréhension. Au niveau énergétique, ce qui va nous rapporter le plus rapidement de l'énergie, c'est l'utilisation des glucides, le glucose en tête, d'accord? Ce glucose, il va arriver à, une fois qu'il va être détérioré, modifié, on va avoir des molécules de pyruvate, dont on a déjà un peu parlé. Ces pyruvates vont rentrer dans la mitochondrie, se transformer en acétyl-CoA. L'acétyl-CoA va rentrer dans le cycle de Krebs pour donner de l'ATP. Première chose. Alors dans la glycolyse, on a aussi de l'ATP qui sort. Alors attention, la flèche, moi j'aime pas trop qu'il est mise là, mais glycolyse, on a aussi de l'ATP. Une fois que le cycle de Krebs est effectué, ben on voit que du cycle de Krebs s'échappe du CO2, le fameux, que vous expirez tous les jours. Cycle de Krebs, on envoie des molécules à la chaîne respiratoire mitochondriale qui nous permet d'avoir de l'ATP et qui relâche de l'eau. Ça, c'est pour votre compréhension globale du système. Avec une molécule de glucose, j'arrive à avoir finalement 3 fois, c'est pas 3 ATP, hein, c'est 3 fois de l'ATP. Deuxième semestre, on verra que ces 3 moments où j'obtiens de l'ATP, ben, les quantités sont bien différentes. Mais passons. Pour l'instant, je veux juste que vous ayez en tête que ben, la mitochondrie, elle a quand même plus des 2/3 finalement de la production d'ATP. Donc c'est important, très important même. Et du coup, ça, il va falloir que vous l'ayez en tête. Donc on va passer un peu de temps là-dessus. Pour l'explication. Donc, si vous lisez, la chaîne respiratoire mitochondriale se compose de plusieurs complexes protéiques notés de 1 à 4. 1, 2, 3, 4. En plus, on a des coenzymes Q et C. Les rôles de tout ça, c'est de faire transiter des électrons. En faisant transiter les électrons, normalement en chimie, si je fais transiter un électron, pour être neutre électriquement, il me faut un électron, c'est négatif, donc il me faut un proton, H+. Ici, c'est le moment où on va tout dissocier. Vous avez les électrons qui vont passer, alors pour l'instant je ne vous dis pas comment ils passent, mais qui vont passer de complexe en complexe, et les protons qui vont avec les électrons, ben, eux vont être dans l'espace intermembranaire, ils vont être propulsés dans l'espace intermembranaire. Jusque-là, vous allez me dire, mais pourquoi faire? Ben, une fois que les électrons arrivent sur le dernier, le complexe 4, ils vont s'associer avec de l'eau, avec de l'O2, pardon, et des protons pour donner de l'eau, H2O. Ici, on appelle l'oxygène l'acceptateur final d'électrons. C'est lui qui va capter les électrons. D'accord? Et comme la nature est bien faite, quand on capte des électrons, on capte aussi des protons qui étaient un peu dans le milieu, là, dans la matrice. Et du coup, H plus O2, avec les coefficients stoichiométriques qui vont bien, ça donne H2O. D'accord? Je peux le répéter. Là, je suis à l'intérieur de la mitochondrie. Là, je suis dans la cellule, d'accord? Ça, c'est l'espace intermembranaire, membrane interne, membrane externe, pour vous remettre dans l'ordre. Complexe de chaîne mitochondriale, chaîne respiratoire mitochondriale. J'ai 1, 2, 3, 4 complexes, des coenzymes Q et C, qui servent juste au transport d'électrons. Une fois que j'ai transporté ces électrons au complexe 4, qui est le dernier, ce complexe va se charger de les relier avec l'oxygène qui est présent dans la matrice. Oxygène que vous respirez, d'accord? Donc il va les relier à l'oxygène qui est dans la matrice. Mais vu qu'il faut que ça soit électriquement neutre pour la nature, eh ben on va lui associer 2 protons. Ce qui fait qu'on va former de l'eau,
H2O. D'accord? Est-ce que sur ça, déjà, on est bon? Le fait qu'on forme de l'eau. Ces protons, enfin ces électrons plutôt, au tout départ, étaient liés à des protons qui proviennent de molécules bien particulières. On y reviendra. Ces protons vont se dissocier des électrons et vont passer dans l'espace intermembranaire. Tout à l'heure, on l'a dit, au tout début, l'espace intermembranaire est très riche en protons. C'est pas pour ça, c'est pas pour rien, hein, c'est à cause de ce phénomène-là. J'ai trois entrées possibles, complexe 1, complexe 3, complexe 4. Ça, c'est les passages d'ion H+, vers le milieu milieu intermembranaire, espace intermembranaire. Alors pourquoi j'ai autant de protons qui passent là-dedans? Ben, tout simplement, c'est pour aller jusqu'à l'ATP synthase qui est à côté. ATP synthase pour fabriquer, synthétiser de l'ATP. Et en fait, au lieu d'avoir une énergie électrique, est-ce que vous vous souvenez un peu de vos cours de SVT, collège, lycée? L'électricité, c'est dû aux électrons qui transitent dans un circuit imprimé. D'accord? Mais que les électrons, pas les protons. Il faut s'imaginer que je fais la même chose finalement. Donc j'amène de l'électricité, mais l'électricité positive, avec des H+. Cette électricité positive, elle va pouvoir faire tourner, et c'est pas faux, hein, parce que vraiment l'enzyme tourne sur elle-même, elle va faire tourner l'enzyme qui va avoir une action, c'est d'associer un phosphate avec de l'ADP, adénosine diphosphate, pour en faire de l'adénosine triphosphate. C'est le lieu de synthèse de l'ATP. Un ange passe. Quand il y a un silence. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous ne comprenez pas? Ou est-ce que vous ne comprenez pas? Elena. J'ai compris quand ça arrive au troisième. Non, juste après, voilà, là c'est là où il libère du coup des électrons. Oui, c'est là où les électrons viennent finalement sur l'oxygène ici. Mais du coup, au début, ça se passe comment là, oui, ici. Alors ici, donc j'ai le cycle de Krebs, on le voit. Du cycle de Krebs vont s'échapper, entre guillemets, des molécules qu'on appelle NADH et NADH H+. Enfin, plutôt ici NADH+, et on a aussi FADH2, on le voit. D'accord, on a une deuxième molécule qui arrive là. Ces deux molécules, c'est elles qui vont transporter les protons et les électrons, du coup, au départ de l'action. Et d'ici, on voit NADH qui devient NAD+, parce qu'il a perdu, certes, le proton, mais il a perdu l'électron aussi qui allait avec. Du coup, c'est pour ça qu'il est en plus. Et le H, qu'on voit ici sur NADH, c'est lui qui est ici, qui est dessiné ici, et qui part vers le premier. D'accord? Là, FADH2, alors, je vous le fais très rapidement, mais on aura plus d'énergie avec NADH qu'avec FADH2. Pourquoi? Parce que NADH donne directement un proton sur le premier, puis ici, quand j'ai le passage, j'en ai un deuxième, puis ici, quand j'ai le passage, j'en ai un troisième. Alors que FADH2, j'en ai que deux passages finalement. C'est pas grave. Mais le H+, il provient de ces molécules-là. FADH2 et NADH. OK? Qui finalement, en libérant, font partir. Ces H+, comme de l'eau dans un moulin, viennent jusqu'à l'ATP synthase, hop, on passe à travers et on arrive à faire l'association phosphate et ADP. C'est là où vraiment je prends du temps, donc n'hésitez pas, s'il y a des questions, s'il y a quoi que ce soit, vous me le dites. Ou est-ce que pour l'instant c'est bon, il y aura peut-être des questions plus tard? C'est possible aussi, parce que là, la prime abord, quand je vous le donne... C'est possible de le récapituler, mais de façon qu'on puisse l'écrire. Oui,
de façon qu'on puisse l'écrire, pas de souci. Donc, comment? Pas trop vite. NADH et FADH2 proviennent du cycle de Krebs. Et je vais doucement pour que vous puissiez écrire. Donc NADH et FADH2 proviennent du cycle de Krebs. Entre parenthèses, vous pouvez noter que ce sont des coenzymes réduits. Coenzymes réduits. Donc NADH et FADH2 proviennent du cycle de Krebs, entre parenthèses coenzymes réduits. Chacun va libérer protons et électrons. Chacun va libérer protons et électrons. Vous pouvez mettre un S à chacun. Hein. Enfin, à protons et à électrons, pardon, pas à chacun. Donc chacun libère protons et électrons. Les électrons traversent la chaîne respiratoire. Alors, chaîne respiratoire mitochondriale, s'il vous plaît, écrivez le CRM, parce que sinon vous allez passer des plombes. Donc, traverse la CRM, la chaîne respiratoire mitochondriale, jusqu'à atteindre l'oxygène, donc O2, jusqu'à atteindre l'oxygène, entre parenthèses, acceptateur final d'électrons. Acceptateur final d'électrons. Qui se lie, L-I-E, qui se lie à des protons de la matrice, pour donner H2O. Là, vous pouvez aller à la ligne parce que du coup, on va parler maintenant des protons. Les protons libérés par les coenzymes. Vont être transportés vers l'espace intermembranaire. Pour alimenter l'ATP synthase. Qui a pour rôle d'effectuer la liaison ADP plus phosphate qui donne ATP, donc qui donne, vous faites une flèche, hein, ADP plus phosphate qui donne ATP. Est-ce que c'est OK niveau texte pour tout le monde? Qui donne de l'ATP. H2O, on le relâche en fait, on le relargue plutôt soit dans la cellule, donc dans le cytosol, et s'il y en a vraiment trop, ça part dans tout ce qu'on souffle. Quand tu souffles en fait et que tu es contre une vitre, tu le vois bien, tu as de la buée. Et en fait, c'est ça, c'est cette petite eau qui est fabriquée à ce moment-là qui peut être mise dans la respiration. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Dis-moi. Alors, quel début? Ah, NADH, H+, et FADH2. NADH, H+, si tu mets NAD, c'est bon. Enfin, ou NADH, c'est bon. Et FADH2, entre parenthèses, coenzyme réduit, proviennent du cycle de Krebs.
Et après, je sais pas à partir d'où tu commences. Ouais, c'est un peu... Non. Chacun va libérer proton et électron. Et c'est bon. Ouais, bah après, c'est bon. Après, tu es dans l'ordre. C'est OK? Ouais. Comme ça, vous aurez votre petit paragraphe à connaître. Donc, pas à connaître, d'accord? Pour info, les pathologies dues aux mitochondries qui ne proviennent que de la maman. Désolé, mesdames. Pour le coup, c'est votre faute. Votre faute à vous. D'accord? Pour une fois qu'on peut vraiment pointer du doigt une femme pour quelque chose. Non, je rigole, évidemment. Sinon, je me ferais taper dessus en permanence par ma femme. Oui, parce qu'elle a un sacré caractère. Donc, malheureusement, ça va aboutir à des problèmes de transformation d'énergie en ATP. Et qui dit problème de transfo d'énergie en ATP dit que finalement, on ne va plus avoir assez d'énergie pour effectuer certaines tâches. Donc, ça se voit très très facilement au niveau musculaire et nerveux, malheureusement. Alors, attention, musculaire, ce n'est pas forcément les myopathies, mais ça peut être des fibromyalgies, des choses comme ça. Ça vous parle ou pas ce terme de fibromyalgie? Ouais, c'est une inflammation des fibres musculaires. Clairement, c'est ça, dans le texte. Mais ça peut en venir. Tissu nerveux, ça va entraîner des ralentissements de réflexion, de choses comme ça. On passe. Mitochondrie défaillante, vous voyez une pathologie mitochondriale avec diabète, néphropathie, convulsion, ataxie, épilepsie, acidose chronique, hypotonie, bref. Trop de choses. D'accord? Beaucoup trop de choses. On passe. Donc, quelques images utilisées pour parler de la mitochondrie. Pourquoi? La mitochondrie est appelée le poumon de la cellule, ça se comprend, c'est elle qui va utiliser l'oxygène et qui va faire sortir le CO2. Donc c'est elle qui respire. En soi, notre corps, nos cellules n'ont pas besoin d'oxygène. Hein. C'est la mitochondrie qui en a besoin. C'est la mitochondrie même qui va former du CO2. Et c'est même pas à partir de l'oxygène qui est récupéré. C'est fort celle-là. Donc poumon de la cellule, oui. Parce que consomme du dioxygène, produit du dioxyde de carbone. Mais on n'a pas que ça. On a aussi le fait que ce soit vraiment la centrale énergétique de la cellule. D'accord? Et ça, on va le voir après. Ok? Le poumon et la centrale énergétique. Normalement, ça devrait un peu vous imager la chose. Pas compliqué. C'est elle, la mitochondrie, qui utilise du oxygène, qui produit le dioxyde de carbone, et elle aussi qui produit l'ATP. Donc en soi, il y a intérêt à ce qu'on ait des mitochondries qui fonctionnent. Et sinon, ça serait vraiment la mouise. Ok? Est-ce que c'est bon? Ouais? C'est bon? Les filles, c'est bon aussi? Allez, on avance. Petite vidéo sur la mitochondrie, vous regarderez si vous en avez envie. On va passer au peroxysome. C'est un peu particulier le peroxysome d'ailleurs. Vous allez vite comprendre. J'attends que tout le monde soit au bon endroit et on est parti. Donc les peroxysomes. Ce sont des petits organites, d'accord, avec un rôle très 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 fort. On va le voir rapidement. Dans le tissu hépatique, par exemple, ça permet de détoxifier le foie de certaines molécules. C'est dire si c'est important. Dans le système nerveux aussi. Alors ici, quand vous regardez un peu, vous dites ok, il y a les réticulomes, il y a le noyau, il y a le nucléole, il y a l'appareil de Golgi, mitochondrie, oh, peroxysome. J'en ai quelques-uns. A priori, c'est tout petit. En termes de volume ou de proportion, comme vous préférez, ça n'a pas l'air d'être foufou. D'accord? Mais on va très vite voir que c'est nécessaire. Est-ce qu'il faut que je revienne sur l'autre ou... Oui. Si vous demandez de légender un schéma
CC ou même lors du partiel. Comment on fait pour différencier un peroxysome d'un ribosome, d'un Alors. ribosome Je ferai très attention. Alors quand c'est en CC, je le mets en couleur. Comme ça au moins, il n'y a pas à tortiller. Si vous me mettez que c'est un ribosome à la place d'un peroxysome, pas grave. Par contre, je mettrai bien des choses en évidence. D'accord? Je mettrai vraiment des choses en évidence. C'est-à-dire que si je veux le terme ribosome, tu auras forcément le réticulum endoplasmique granuleux qui sera dessiné et je ferai un trait vraiment qui provient du ribosome ou qui va au ribosome comme tu veux. Mais je ferai des choses très comment dire, précises. Parce qu'effectivement, si je te mets un petit point dans un truc, tu vas me dire mais comment je fais moi pour savoir ce que c'est? Je suis d'accord. Quand ce sont des schémas en noir et blanc, c'est beaucoup plus compliqué. D'accord? Parce qu'un petit point blanc, un petit point noir, voilà, on s'est compris. Donc non, lors des CC, j'essaie de faire ça. Lors des partiels, on se casse la tête hein, vraiment pour essayer de trouver des schémas qui soient extrêmement lisibles par tous et qui soient compréhensibles par tous de la même façon. Donc vraiment, on se casse la tête quand il faut pour ça. Mais vraiment casser la tête. Casse tellement la tête que ma femme elle m'a dit « Ah non, tu fais plus hein, de visio jusqu'à 22h ou 23h hein, pour les partiels. » Voilà. Comme ça, vous saurez. Parce que quand on arrive le soir, les profs de fac, mais « N'est dispo pour une visio à 19h ?» Oui. Ouais, c'est souvent ça. Alors que M. Rondet, donc, que vous avez vu lors de la réunion, il a dit « Surtout, les réunions ne doivent pas aller jusqu'à plus de 19h30 pour le bien-être de tout le monde. » Alors lui, il le fait, il n'y a pas de souci. Hein. Quand on a des réunions le soir en visio, si c'est 18h30 ou 19h, à 19h30, il dit « Stop, allez, on arrête tout le monde rentre chez soi et puis on va manger. » On va s'occuper des petits, peu importe. Pas les autres profs, forcément. Surtout les miens. Il y en a une, c'est la vice-doyenne, donc autant dire qu'elle prend le temps qu'il faut. Un peu compliqué. Bref. Est-ce que c'est bon? Ouais, je peux passer maintenant. Allez. Donc, les peroxysomes, ils ont une durée de vie très courte, 3 à 5 jours. Ils sont formés à partir de canalicules du réticulum endoplasmique. C'est les petits bouts du réticulum endoplasmique lisses. C'est très important pour la suite. Ouais, c'est très important pour la suite parce que quand on a vu le réticulum, enfin les réticulums dans leur globalité, on a vu qu'il y avait des enzymes bien particulières du cytochrome P450. Il me semble que je vous en ai parlé du fait qu'on ne puisse pas boire du jus de pamplemousse avec certains médocs. Ouais? Ok. Donc, le peroxysome, particulièrement actif dans les organes de détoxification, le foie en fait partie. D'accord? On a aussi les cellules rénales, on a les neurones. Je comprends pas, issu du gouvernement de Canalicules formés à partir du réticulum endoplasmique. Donc en clair, tu prends ton réticulum, si tu t'en souviens, il y a un réseau de canalicules, et en fait, à un moment donné, ce réseau de canalicules va commencer à faire un petit bourgeon, et puis il va s'en aller. C'est juste ça. C'est ça le bourgeonnement. Expliquer simplement, parce que là sur la phrase, je trouve que c'est compliqué. Ouais, mais il y a vraiment, je sais pas comment le dire autrement, ici du bourgeonnement de canalicules, parce que c'est vraiment ça, ça forme un espèce de petit bourgeon et ça se sépare. Donc, si vous trouvez une autre façon en français de le dire, moi je prends, il n'y a pas de souci. Mais là, il n'y a rien qui me vient à l'instant T. C'est bon? Alors si c'est bon, moi tant que vous me dites pas flûte ou... Alors, ce qu'il y a, c'est que c'est pas moi qui l'ai fait, ce cours, mais effectivement, il faut dire REL, hein, il faut le spécifier. Parce que si on ne le spécifie pas, on ne va pas comprendre pourquoi. Enfin, on va pas comprendre. Quand on a appris le cours du REL, on ne comprend pas après pourquoi on parlerait du REG. Donc, particulièrement actif dans les organes de détox, cellules hépatiques, rénales, neurones, parce qu'à l'intérieur de celui-ci, alors, il y a ça, le cytochrome P450. D'accord? Ce cytochrome P450 est ultra important. Alors, oui, je vous ai passé ça, d'accord, pour que vous voyez un peu comment c'est, mais j'y reviendrai. Cytochrome P450 qui est ultra important dans toute la détox. Point. Je referme la parenthèse pour l'instant, ne prenez... Voilà, vous en faites pas, je vais la repasser. Donc, comment ça se situe? Une fois qu'il y a eu ce petit bourgeonnement, d'accord, on voit d'ailleurs les canalicules qui sont là encore, qui existent, eh bien,
il va se mettre dans le cytosol, peu importe comment. Par contre, il faut bien avoir en tête qu'il n'appartient pas au système endomembranaire. Lui, il n'y a pas de vésicule qui va transiter vers lui ou à travers lui. D'accord? Il n'y a rien qui va transiter. C'est un organe, un organite globulaire, peu importe, communique entre eux par un réseau de canalicules. On le voit bien ici, on le voit aussi ici. Il n'y a pas de génome propre, hein, c'est juste un bourgeonnement issu de canalicules du réticulum lisse, donc forcément, il n'y a pas de génome. Et du coup, il y aura le cytochrome P450 dans la foulée. Je sais pourquoi je ne veux pas faire prof en lycée. Et pourtant, ça ne me déplairait pas de passer mon agrégé, mais non. Pas de prof en lycée. Je vais faire prof à la fac. Pas grave, enfin, même m'accepteront pas, j'irai quand même. Ils seront bien obligés et puis personne. Est-ce que c'est OK? Ouais. Alors vraiment, si j'avance trop vite, si je me déplace de diapo en diapo, vous me dites non, flûte, vous arrêtez, vous dites quelque chose. Oui. Génome, c'est là où il y a les gènes, c'est-à-dire l'ADN. Donc il n'y a pas d'ADN qui lui est propre. Il fait chaud. En plus, t'as encaissé là derrière la porte. Hein. Tu veux mettre... Ah, les B, la semaine dernière, ils l'ont mis. Hein. C'est trop chaud. Ils ont tapé 4 heures, hein, comme vous. Comme on s'est tapé 4 heures lundi dernier, eux, ils sont tapés 4 heures vendredi, avec moi. Ils ont mis le ventilo, ils n'en pouvaient plus. Donc, pas de génome propre, OK. C'est fameux cytochrome P450. Donc, on a une protéine de transport pour faire rentrer les métabolites là-dedans. Donc, vous voyez, acide gras longue chaîne, acide aminé, glucides, peu importe. Perméase, qui permet de faire sortir. Et on a le cytochrome P450, qui permet de détoxifier les molécules, les médicaments, etc. en les rendant plus solubles pour être facilement éliminés par voie rénale la plupart du temps. Donc ce cytochrome P450, vous avez quoi à retenir là-dessus? Sa structure, qui a une protéine de transport, une perméase et l'enzyme en elle-même. Voilà ce que je veux que vous ayez en tête. Ni plus ni moins pour l'instant. OK? Maintenant, on va aller un tout petit peu plus loin encore dans la fonctionnalité du cytochrome P450. Ouais, le cytochrome P450 en lui-même, on appelle ça cytochrome tout le bloc. Mais réellement, c'est l'enzyme qui va permettre de détoxifier tout ça. Cytochrome, c'est une enzyme, en l'occurrence, ici. Parce que vous imaginez bien que s'il y a P450, ça veut dire que j'en ai au moins P449 avant. Et en plus, c'est pas la seule à être un cytochrome comme ça. Il y en a des millions de cytochromes. Donc il a bien fallu qu'on le nomme. Et celui-là, il est tombé P450. Bref. Continuons un tout petit peu. Est-ce que c'est bon? Oui. Pardon. Je pense que c'est des maths. Parce qu'elle parlait de suite. Déjà, je préfère la physique que les maths, mais alors là, avec des étudiants qui sont comme ça... C'était bien les craies avant, on pouvait tout envoyer dans la tête des étudiants. Ouais, mais les feutres... c'est ça, la craie, un petit bout de craie, c'est bon. Comme ça, après, ça marque les étudiants au moment aussi où on a visé.
C'est bon Rémi? Allez. Est-ce que c'est bon pour les autres aussi? Donc c'est la dernière diapo qu'on va voir, celle-ci, parce que je pense que vous allez... Enfin, je veux vous laisser sur ça, parce qu'après sinon ce serait trop compliqué de continuer, trop loin. Donc dans ce cytochrome P450, on a deux groupes d'enzymes, des oxydases, des catalases. Les oxydases, comme leur nom l'indique, elles vont oxyder à partir d'oxygène les métabolites. Et elles vont produire ce qu'on appelle du peroxyde d'hydrogène ou de l'eau oxygénée, de son petit nom français, H2O2. D'accord? C'est de l'eau oxygénée. Sauf que l'eau oxygénée, c'est nocif pour l'organisme. Et donc, pour évincer l'eau oxygénée de la réaction, on va utiliser des catalases qui vont faire pareil, qui vont oxyder les substrats présents à partir du H2O2. Donc à partir de l'eau oxygénée. Comme ça, on va obtenir finalement des résidus, peu importe lesquels, et des molécules d'eau. Donc j'ai une molécule, je lui mets de l'oxygène. J'obtiens un déchet et de l'eau oxygénée. C'est la première. Et ensuite, je récupère une autre molécule, je lui colle cette eau oxygénée et j'en obtiens finalement un résidu final qui sera éliminé lui aussi avec de l'eau. Eau qui peut être aussi éliminée, mais qui est moins nocive pour la cellule. Parce que l'eau, on baigne dedans, alors que l'eau oxygénée, si vous avez déjà essayé de mettre de l'eau oxygénée sur une plaie, oui. Alors après, le volume que vous avez sur l'oxygéné, ça correspond, enfin, si on veut donner quelque... Pour la peau, c'est 10. On ne va pas plus loin parce que sinon c'est trop agressif. Mais clairement, le nombre de volumes que vous avez d'indiqué sur une bouteille d'eau oxygénée, c'est peu ou prou, voilà, comme l'alcool sur une bouteille. C'est-à-dire que ça vous donne ce qu'il y a dedans. Il existe du 110 volumes. C'est pour les vêtements, non? Ça peut être pour les vêtements, oui. Ça peut être aussi pour d'autres utilisations, pardon. Mais ça peut être pour les vêtements. Mais oui, l'oxygéné, c'est très nocif. Donc déjà 10 volumes sur la peau. Sur une plaie, ça cautérise. Chimiquement, ça arrête le saignement. D'accord? Chimiquement, d'une plaie, et ça brûle. Un jour, vous en mettrez, vous allez en mettre, vous allez faire... Ah! Mais pour les plaies, il y a les sprays qui sont à base avec du fer dedans, je sais plus comment ça s'appelle. Ah oui, il y en a plein maintenant, des sprays différents. Avec le fer, oui, ça doit être bien parce que du coup, finalement, on va aussi arrêter l'état d'inflammation parce que le problème de l'oxygéné, c'est les composés radicalaires. Bon, bref, ça, on en parle. Vous en parlez plus en chimie, mais les composés radicalaires, ils sont pas bons pour le corps et le fer arrive à capter en fait ces composés radicalaires. Je vais vite. Oui. En premier, pour l'oxydase, vous avez cette molécule plus oxygène égale résidu plus oxygène. C'est ça. Et pour le deuxième, vous avez marqué molécule plus oxygéné égale molécule plus oxygène. Alors, molécule, tu peux mettre déchet ou résidu à la place de la deuxième. Enfin, de la toute dernière plutôt. Non, eau. De l'eau, toute simple. De l'eau toute simple. Et sur ce, vous pouvez partir. De ce que j'ai compris, c'est fini pour vous. La journée. Vous plaignez pas, hein? Partez avant que j'en fasse une quatrième d'heure. Non, j'ai 1 heure à faire d'aromathérapie.